professeur Charles Cour. Encore une fois, merci d'être là à Tunis pour nous aider à opérer, mais aussi pour cette présentation. Vous avez la parole. Voilà, ça a été touché le micro. Eh bien, d'abord, bonjour à tous. Merci Habib pour ce mot d'introduction. C'est un vrai plaisir de se revoir toujours et de venir ici à Tunis et de travailler ensemble. Donc, le docteur Nouri m'a demandé de faire un petit webinaire sur les cordomes sacrés, on va dire les trucs et astuces. Donc, ce que je vous propose, on va faire de façon un peu graduelle. Alors, pour passer là. J'espère que tout le monde m'entend. On a un retour, on sait si tout le monde entend. Ouais. D'accord. Donc, voilà, premier cas, en fait, c'est deux cas. Vous voyez ces deux images, deux petites lésions aux dépens de l'extrémité coccygienne du sacrum. Et donc, finalement, elles sont assez similaires. Eh bien, il y en a une qui est un cordome, celle-ci, et l'autre est une tumeur dermoïde bénigne. Donc, on ne peut pas faire la différence comme ça, simplement sur l'image. Donc, ça, c'est pour introduire le fait qu'il faut toujours... Ah, j'ai plus de diapo. Ah, ça c'est embêtant. Voilà. Qu'il faut toujours faire une biopsie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas opérer une lésion sans avoir fait auparavant une biopsie. Bon, cette biopsie, elle a quand même des règles, je vous les rappelle. Jamais faire une biopsie transrectale, jamais une biopsie transpéritonéale, ne pas biopsier dans le canal s'il n'est pas envahi, parce qu'on va disséminer la tumeur, et toujours faire cette biopsie sur la voie d'abord de la résection, donc plutôt au niveau du sacrum, une voie médiane. Si jamais cette biopsie est négative, ce qui est le cas dans un tiers des cas, on fait une biopsie chirurgicale en faisant le moins de décollement possible, en allant tout de suite sur la tumeur et en éviter un redond. Si on a un redond, il doit être dans l'axe de la cicatrice et proche de la cicatrice pour que tout ça soit excisé après au moment de la chirurgie de résection. Ça sont les critères classiques de la chirurgie tumorale, mais bien sûr, ça s'applique au niveau du sacrum. Voilà un exemple. Ce patient, vous voyez, il avait une tumeur, il avait un cordome ici et il avait vu un urologue. Et l'urologue avait senti la tumeur au toucher rectal et donc il a fait une biopsie transrectale alors qu'il suffisait de retourner le patient. Vous voyez, la tumeur, elle bourgeonnait en arrière, il suffisait de fonctionner. Et alors, la conséquence de faire une biopsie transrectale, eh bien, c'est vous contaminer le rectum et qu'il a fallu faire une résection du sacrum en portant le sigmoïde et le rectum. Donc, c'est une chirurgie, bien sûr, plus longue. Donc, la biopsie en elle-même peut avoir des conséquences néfastes, hein, et ça, on le sait dans toute la chirurgie du corps. Alors, il faut toujours avoir une biopsie parce qu'il y a des formes absolument atypiques. Hein. Vous voyez, à gauche, on pourrait imaginer que c'est une tumeur un peu neurogène. Hein. Vous voyez, c'est dans le trou de conjugaison. On pourrait imaginer que c'est une tumeur neurogène. Eh ben non, c'est un cordome. Ici, on pourrait penser que c'est un épendymome, tumeur purement intracanalaire. Non, là aussi, c'est un cordome. Vous voyez, avec une érosion sacrée. Donc, il y a des formes absolument atypiques de présentation de ces cordomes. Il y a d'autres tumeurs sacrées qu'il faut connaître. Alors, ça serait bien que les diapos arrivent. Pourquoi il y a du retard sur les diapos? Ah, c'est normal. Voilà. Très bien. Donc, voilà, le kyste pinolidal, bien sûr. Vous voyez un schwannome ici. On voit très bien cette tumeur qui sort par le trou de conjugaison. Les ganglioneurones, qui sont des tumeurs un peu particulières. C'est pas un cordome, ça suit les trajets du nerf sympathique. Les tumeurs assez géantes. Donc, il y a un certain nombre de tumeurs, bien sûr, qui représentent des diagnostics différentiels. Enfin, il y a un dernier diagnostic différentiel qu'il faut connaître. C'est la tumeur notochordale bénigne. Cette tumeur notochordale bénigne, attends, il n'y a pas d'image, ouais. Moi, je l'ai pas là. Ouais. Je suis désolé pour ce.
Donc la tumeur notocordale bénigne, vous savez, sont des résidus de notocorde, puisque le cordome il vient des résidus de notocorde. Donc c'est un vestige embryonnaire que l'on a dans l'enfance, disparaît à l'âge adulte, mais ces tumeurs notocordales peuvent former être le lit d'un cordome. Alors ça, comme caractéristique, ça ressemble à un cordome, mais en fait, il y a quelque chose qui va différencier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de contraste au gadolinium, et puis à l'IRM, au scanner, pardon, il n'y a aucune ostéolyse tumorale. Oui, bah oui, moi non plus. Oui, mais là, ça fait un petit moment que j'ai mis la diapo au 7. Oui, mais là, la 7, elle ne peut pas passer, je crois. La 8, elle passe, mais pas la 7. Bon. Tant pis. Ah, non. Bon, c'était pour vous montrer, donc, oui, il y a un problème. Bon, je crois qu'elle ne veut pas passer. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ça ressemble à un cordome. C'est des tumeurs au niveau du sacrum, en hypersignalité 2. Simplement, ça ne prend pas le gadolinium et il n'y a pas d'ostéolyse osseuse. C'est comme ça qu'on fait la différence. Et puis, bien sûr, la biopsie, on fera aussi la différence. Mais parfois, l'histologie est difficile pour faire la différence. Alors, une fois qu'on a le diagnostic, juste un rappel, il faut différencier en fait les tumeurs du sacrum médiane, celles qui sont sous S3, les sacrococcygènes sous S3, et celles qui vont envahir au-dessus de S3, puisque le pronostic fonctionnel, on le verra, n'est pas du tout le même. Donc, on utilise cette classification simple, les tumeurs médianes. Je ne parlerai pas des tumeurs latéralisées de la sacroiliaque. On parle aujourd'hui que des tumeurs sacrées moyennes. Alors, pour les tumeurs très distales, comme celle-ci, qui est sacrococcygène et S4 très distale, la stratégie, une fois qu'on a le diagnostic, ça peut être de faire une voie postérieure unique. Là, on peut aborder par voie postérieure, on fait l'ostéotomie ici du sacrum et on peut alors du coccyx et en soulevant la pièce, disséquer le rectum et passer au large de la tumeur. Donc ça, ces tumeurs-là peuvent être faites par voie postérieure isolée. Si on regarde cette tumeur, là aussi, vous avez une tumeur qui est distale, au niveau du coccyx. On pourrait dire on fait une résection par voie postérieure. Moi, je le ferai pas parce que je ferai un double abord. Pourquoi? Parce que vous voyez, cette tumeur, elle refoule quand même le rectum de façon importante. Elle est polylobée, vous voyez, elle encadre le rectum, et donc ça, cette tumeur, vous avez un grand risque de les perforer. Vous avez un grand risque de les perforer en faisant la résection par voie postérieure à l'aveugle. Donc, ce sont des indications de double temps. Donc, les tumeurs très distales, double temps, mais sous certaines conditions. Tumeurs, très distales, temps postérieur isolé, mais dans certaines conditions. Pas sur des tumeurs comme ça, je trouve ça un peu risqué, vous voyez, avec ce décollement, de faire ça par voie postérieure isolée. Donc, on fera un double abord, on va y revenir. C'est d'abord un temps antérieur qui va permettre de libérer le mésorectum, libérer latéralement et dévasculariser la zone péritumorale. On réalise aussi un lambeau d'épiplomb que l'on met en attente, qui servira lors du temps postérieur. Et l'intérêt de faire cette dissection première par voie antérieure, c'est que vous retrouvez le plan de dissection de la tumeur lorsque vous faites la voie postérieure assez facilement. Avec le doigt, vous pouvez retrouver le plan de décollement antérieur et ainsi la dissection du rectum est déjà faite. Alors cette voie antérieure, initialement, on la faisait donc sous médiane sous-ombilicale. On mobilisait le sigmoïde, le rectum, et on va dans la concavité sacrée.
libérer les racines, libérer les branches terminales d'artère hypogastrique, et puis on libérait toute cette voie, ça par voie médiane. Alors, on faisait aussi le lambeau des biplons, qu'on prélève et que l'on va préparer. Et là, vous avez une vue opératoire. Là, c'est l'avant. Là, c'est le sigmoïde. Vous voyez, on a libéré ici, vous avez l'artère iliaque, l'artère hypogastrique, la veine hypogastrique. Là, c'est le pubis. Et vous voyez, au fond, là, c'est le sacrum. Et ici, la tumeur qui vient bomber, pour lequel on essaye de garder un peu de graisse du mésorectum de façon à protéger la tumeur et d'avoir des marges un peu plus larges. Alors, depuis quelques années, on fait ce temps antérieur maintenant sous célioscopie avec le collègue viscéral qui a travaillé sur cette technique. Et donc, sous célioscopie, il va faire exactement la même chose. On fait un décollement rétrorectal. Il va aller, l'intérêt, c'est qu'il peut aller très loin en avant jusqu'au sphincter pour bien libérer, ce qu'on faisait moins bien à ciel ouvert, et il prépare le lambeau des biplons. C'est moins morbide pour le patient, et le lendemain, on fait la voie postérieure. Donc aujourd'hui, on ne fait ça que par voie célioscopique. L'intérêt, c'est que, évidemment, les patients saignent moins et que la morbidité. Après, donc, le temps postérieur, les grands principes, il emporte la zone de biopsie. On fait une libération latérale à distance, on retrouve la dissection antérieure, et puis après on aborde le canal spinal. Il faudra lier le sac dural suivant le niveau de sacrifice radiculaire, et on va couper le sacrum d'arrière en avant au contrôle de la dissection antérieure, et puis on libérera progressivement la pièce pour la libérer du canal anal à la fin, et on reconstruit par une plaque et un lambeau le sacrum. Voilà les principes. Là, c'est pour vous montrer les voies d'abord. On peut faire soit une voie d'abord médiane, soit une voie d'abord transversale. Oui, j'attends parce que moi non plus, j'ai pas l'image. Donc, juste pour déjà dire, donc la voie médiane, ça vous permet, voilà, la voie médiane, donc vous voyez qu'elle emporte la zone de biopsie. L'inconvénient, c'est qu'elle est proche de l'anus, et donc il y a un risque de contamination, d'infection via des selles. C'est intéressant parce que vous pouvez remonter sur le rachis. L'inconvénient, c'est qu'on est un peu bridé pour aller très loin latéralement. C'est pour ça que la voie latérale déviée, dite Kraske, une voie qui permet d'aller plus loin latéralement. Donc pour les extensions dans les muscles fessiers latéralement, c'est bien d'utiliser cette voie. En revanche, on est bridé pour remonter sur le rachis. L'intérêt, c'est que vous voyez, ça laisse un grand lambeau qui reste à distance de l'anus, et donc on a moins de risque de contamination par les structures, par l'anus et par les germes digestifs. Ça a changé de présentation. Là, comment je fais pour avancer mes diapos? Je n'ai plus le mode présentation. Ça s'est modifié. Je n'ai plus le clic pour avancer mes diapos. Si, mais je ne peux pas avancer. Comment j'avance? Ah non, c'est la dernière. Ah non, c'est pas la dernière. J'ai plus la. Là, il y avait un petit clic. J'ai plus. Il y a. Désolé pour ces problèmes techniques. Ah, vous voyez, ça a redébloqué. Voilà. Alors, on va venir sur un cas, voilà, un cas numéro 3. Donc, c'est un monsieur de 70 ans. En janvier 2020, on lui découvre cette tumeur que l'on biopsie. Il s'agit d'un cordome. Et là, la stratégie, vous voyez,
C'est un cordome, on se dit, qui est en dessous des pièces S3. Vous voyez, ça atteint des pièces S4. Donc, la question, c'est quelle préservation radiculaire on va pouvoir faire. Il va falloir analyser l'extension latérale. Donc, il faut regarder sur les coupes parasagittales. Vous voyez ici, c'est le trou sacré S1, le trou sacré S2, le trou sacré S3. On voit que ils sont à distance de la tumeur. Donc, on peut garder les racines S3. C'est très important parce que la conservation des racines S3 va garder des fonctions vésico-sphinctériennes pour le patient. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on pourra faire une coupe du sacrum à travers les trous sacrés S3 avec préservation des deux racines S3. Alors, la diapo, en tant qu'elle passe. Donc, on va peut-être, en attendant que la diapo arrive, donc les fonctions vésico-sphinctériennes urogénitales sont sous la commande surtout des racines S3. Donc, pour garder une fonction sphinctérienne, il faut garder les racines S3. Les deux racines S3. Une seule racine S3, c'est déjà pas mal, mais c'est insuffisant. Donc, les patients à qui on sacrifie les racines S3, ils auront la nécessité d'autosondage à vie et d'évacuation des selles, soit par lavement ou au doigt, et parfois ils demandent une colostomie pour être plus confortable. Alors un autre cas ici, c'est cette demoiselle de 22 ans que le docteur Nouri m'avait confié il y a quelque temps, vous voyez. En 2019, on lui trouve une petite tumeur sacrée distale, la 22 dents. Donc le cordome, ça peut survenir chez des gens jeunes, c'est ce qui est dans la littérature. Et il faut faire attention parce qu'on voit qu'en novembre 2019, elle a déjà beaucoup grossi. Donc, chez les jeunes, il y a un potentiel d'évolutivité assez rapide. On dit que le cordome, ça évolue lentement, c'est vrai. Mais chez les jeunes, il faut se méfier, c'est souvent assez explosif. Et vous voyez, en quelques mois, elle est déjà très tendue. Alors, on va regarder ce cas parce que pour voir un petit peu ce qu'il faut étudier avant d'opérer, la stratégie. La stratégie, elle va d'abord nécessiter de voir quel est l'envahissement. Donc, il y a un certain nombre de choses. Un, c'est l'envahissement osseux et articulaire. Premièrement, est-ce que les sacroiliaques sont envahis? Est-ce qu'elles ne le sont pas? Les pièces sacrées, jusqu'où sont-elles envahies? Et il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir un décollement antérieur qui va au-delà de l'envahissement sacré. Il va falloir regarder l'envahissement intracanalaire, donc dans le canal sacré, et l'envahissement des trous sacrés des racines. Il va falloir regarder les muscles. Alors les muscles, c'est sûrement là qu'il y a le plus grand risque de rechute. C'est l'envahissement du grand fessier, l'envahissement du piriforme et de la masse paravertébrale. C'est les trois secteurs qui sont à risque. Enfin, les ligaments sacrotubéreux, le tissu sous-cutané, la peau, et plus rarement le rectum. Donc, je vais vous illustrer ça par le cas concret de cette jeune fille, et on va voir comment on analyse ces différents éléments. Donc, l'os, donc les trous sacrés, on a vu, c'est les coupes parasagittales qui passent par les trous sacrés. L'os, on regarde sur les différentes coupes sagittales l'envahissement des pièces sacrées. On va attendre la diapo. Voilà. Donc, les sacroiliaques, eh bien, vous avez les coupes frontales, vous voyez, qui vont vous permettre de voir que cette tumeur, elle est juste au contact, mais elle n'envahit pas le sacroiliaque. Ici, vous voyez que les sacroiliaques sont saines, pas d'envahissement des sacroiliaques. Donc, sur cet exemple, pas d'envahissement des sacroiliaques. Ensuite, les pièces, l'envahissement du canal et des racines. Donc, les racines, on voit, ça c'est la racine S1. La racine S2, on voit qu'elle est saine. La racine S3, on voit qu'elle est dans la tumeur. Donc là, on ne peut pas garder les racines S3. Il faudra faire une coupe à travers les trous S2.
Et puis le canal spinal, vous voyez, ça remonte ici jusqu'au disque S2, S3. Et en avant, vous voyez qu'il y a un décollement périosté. Et ça, c'est très difficile de savoir s'il est tumoral ou pas. Donc ça, faut faire attention dans l'analyse, parce que parfois, il faudra faire une coupe plus proximale pour pas risquer d'être dans ce décollement périosté, éventuellement s'il est envahi. Alors ensuite, on va regarder les autres coupes. Voilà, les muscles. Alors les muscles. Ça, cette coupe est intéressante. C'est une coupe sans gadolinium. Et cette patiente, dans la stratégie, on lui a fait de l'irradiation préopératoire au proton. Vous voyez que si on regarde cette coupe, on a l'impression qu'il y a un hypersignal dans les fessiers qui va très loin. Et quand on regarde la même coupe après injection de gado, on voit qu'il n'y a pas de rehaussement. Donc ça veut dire que c'est de l'inflammation post-radiothérapie et que ce n'est pas de l'envahissement tumoral. Et on voit qu'elle est assez bien limitée avec la coque qui prend le contraste. Mais latéralement, on voit qu'il n'y a pas d'envahissement vers les grands fessiers. Ça, c'est donc on voit où on pourra couper les grands fessiers. La masse paravertébrale, c'est très important aussi. Vous voyez ici, la masse est envahie jusqu'ici, quasiment jusqu'en S1, S2. Donc il faudra couper la masse paravertébrale plus haut que là où on va faire la coupe sacrée. Et ici, vous voyez qu'en regard de S2, les deux masses paravertébrales sont envahies, un hypersignal dedans. Et donc, ça sont les racines S2. On a vu qu'elles étaient libres. Hein, mais donc, il faudra ruginer la masse paravertébrale vers le bas pour pouvoir accéder à S2 et faire la coupe S2. Si vous passez ici, c'est sûr que vous contaminez votre champ opératoire. Vous voyez, dans la stratégie chirurgicale, il faut avoir bien étudié. Alors, c'est toujours cette patiente. Alors, ça, on lui a fait des protons préopératoires. Vous voyez que ça marque un peu la peau. Mais finalement, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de choses particulières. Mais il faut s'attendre à voilà, des brûlures cutanées. En général, on les opère 6 semaines à 2 mois après la fin de la radiothérapie. Vous voyez ici donc la pièce de résection, ça c'est la voie postérieure avec la pièce où on a excisé la zone de biopsie. Ça c'est la vue endopelvienne, hein, le sacrum est là, la tranche de section. Et vous voyez le volume tumoral endopelvien avec une coupe qu'on a fait au-dessus, à distance, pour pas contaminer notre tumeur. Et on voit très bien, normalement, ici, un petit clip qui correspond à la racine S2, qu'on voit ici, à la racine S3, pardon, qu'on a coupé, alors qu'on a pu passer à travers les trous S2. On va attendre la diapo suivante. Donc, comme je vous ai dit, on va aller de formes de plus en plus étendues pour avoir un peu le spectre des différentes tumeurs. Hein. Donc, on a dit les tumeurs coccygiennes sous réserve, on les fait par voie postérieure isolée. Les tumeurs qui ont un développement antérieur, on les fait en double temps. S3, c'est la zone limite parce que sur le plan technique, c'est plus simple déjà. Et puis, c'est surtout là où on va pouvoir garder des fonctions urovésico-génitales. Donc ça, voilà. Et au-dessus de S3, quand on coupe, on sacrifie la racine S2, voilà, c'est techniquement plus compliqué et les séquelles sont plus importantes. Alors, on ne pas charger. Bon. Je voulais vous montrer ensuite donc un autre exemple d'une tumeur plus évoluée avec les différents critères qu'il faut analyser.
Alors, est-ce que la suivante charge? Non plus. Voilà. Alors, je vais revenir en arrière. Voilà. Très bien. Voilà. Donc là, oui, avant de passer ça, c'était pour vous montrer la voie postérieure. Une fois que donc, on a fait ça, il faut reconstruire. Donc ça, c'est la vue postérieure, ça c'est le rectum. Ça, c'est l'embout d'épiplomb que l'on a récupéré par la voie postérieure qui était dans le petit bassin. Et ici, de chaque côté, vous avez les deux racines S1 qu'on a conservées. Et donc, ah bon? Ah, j'ai l'image qui est apparue. Et là, tu as l'image? Celle-ci? Ah, zut. Ça y est? Alors, donc je reprends. Donc ça, c'est la vue une fois de la bord postérieure, une fois qu'on a retiré le sacrum. Vous avez ici donc le rectum. De chaque côté, là, les deux racines S1, c'est une coupe assez haute. Et ça, c'est l'embout d'épiplomb donc que l'on a récupéré dans le petit bassin une fois qu'on a retiré le sacrum. Donc la reconstruction pariétale, elle va faire appel à une plaque ici que l'on va tendre entre les structures osseuses, les sphincters externes, pour essayer de contenir les organes abdominaux. Et on va prendre le lambeau d'épiplomb que l'on va poser sur la plaque et l'interposer entre la plaque et les tissus sous-cutanés pour faire un matelassage et avoir un apport vasculaire. Là, sur cette diapo, vous avez l'aspect donc après sacrectomie, voilà, et la plaque ici, on la voit très bien. Et donc, ça donne des fesses un petit peu plates, avec les grands fessiers qui se rétractent. Mais là, ici, c'est un bon résultat parce qu'il n'y a pas de hernie postérieure. C'est l'inconvénient de ces grandes résections. On a des problèmes de reconstruction de parois. Tu me dis si tu n'as pas la diapo. Les grandes reconstructions de parois, comme ici, vous voyez, on a fait une coupe à travers les trous S1. Et vous voyez, on a une hernie postérieure et avec même du côlon ici qui passe au-delà du plan de la iliaque, hein, avec une résection ici d'une partie du pied de la sacroiliaque, ce qui veut dire que c'est pas très confortable pour les patients de hernie postérieure, parce que cette plaque que l'on fait parfois, elle lâche un peu. Donc ça, c'est une des conséquences et des inconvénients possibles dans les résections hautes de la... Moi, j'ai pas la diapo là. Ah voilà. Et donc voilà, ça c'est pour vous montrer donc cette jeune fille. On a fait donc une coupe à travers les trous S2. Il n'y a pas besoin de reconstruction, trou S1 pardon, mais on a gardé les sacroiliaques, donc il n'y a pas besoin de reconstruction. Alors, voilà ici, cette patiente, elle a 70 ans. Vous voyez qu'en 2006, ça c'est un cas habituel, elle a une lombo-sciatique atypique, pour lequel les gens n'examinent pas bien, font pas attention, ils n'ont pas fait, souvent ce sont des douleurs inflammatoires, des douleurs périnéales, des sciatiques tronquées. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une IRM lombaire. On fait une IRM lombaire qui coupe le sacrum. On est en 2006. Elle se plaint toujours en 2019, vraiment de douleur, et on trouve un gros cordon qui remonte jusqu'en S1, S2, jusqu'au disque S1, S2. Donc clairement, en 2006, elle avait déjà son cordon, il doit être beaucoup plus distal. Donc attention, c'est un classique des retards diagnostiques. Alors cette patiente, eh bien, on va analyser un petit peu son cas clinique. Donc l'envahissement sacré, vous voyez, il est jusqu'au disque S1, S2. Et si vous regardez l'envahissement intracanalaire, vous voyez que la tumeur vient jusqu'au plateau supérieur de S1. Donc, il est hors de question de faire une coupe ici dans les trous sacrés S1, puisque vous aurez une contamination du canal. Donc, il faudra ici passer dans le disque L5S1. Ici, vous avez les coupes horizontales. Vous voyez qu'il y a un envahissement de la sacroiliaque clair par le cordon. Et donc, il faudra faire une coupe au-delà dans les iliaques, au-delà des sacroiliaques, qu'il faut en retirer en monocoupe.
Donc là, vous commencez à voir que le devis chirurgical commence à être lourd pour cette patiente de 70 ans. Alors, on va retourner en arrière. Alors, autre chose à regarder, c'est l'envahissement des épines sciatiques. Vous voyez qu'ici, la tumeur vient au contact des épines sciatiques. Donc, quand vous allez couper le ligament sacro-sciatique, vous ne pouvez pas le couper, en fait, et vous risquez de rentrer dans la tumeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une ostéotomie. Au ciseau à frapper, on va exposer l'épine sciatique et la couper, faire une ostéotomie. Vous voyez, post-opératoire, on voit la petite ostéotomie qui va permettre de couper le ligament sacro-sciatique qui retient la tumeur, bien sûr. Et voilà donc la pièce de résection. Et on a coupé dans le disque L5S1. Vous voyez très bien que la tumeur ici, le cordome, ça c'est le cordome, vous voyez très bien qu'il vient lécher le bord quasiment supérieur du sacrum, avec ici la graisse épidurale. Donc là, évidemment, on a fait un sacrifice des 2 racines S1 chez cette patiente. Alors, dans ces grandes résections, il faut reconstruire. Lorsqu'on fait une résection au-delà de S1, il faut reconstruire la continuité lombo-pelvienne. Pour ça, eh bien, on fait une fixation, vous voyez, on a mis des vis pédiculaires L4 et connectées aux ailes iliaques, des vis pédiculaires L5 connectées aux ailes iliaques, ici de chaque côté. Et puis, on met en plus des vis dans les épaisseurs des épines iliaques, des ailes iliaques, pardon, qui sont connectées à des vis qui vont prendre L5. Voilà. Et donc, on fait un trépied, un montage un peu tour Eiffel, plus, évidemment, une greffe pour essayer de faire consolider cette grande zone de résection. Alors, on raccourcit un petit peu, on amène les transverses L5 quasiment au contact des ailes iliaques pour avoir moins de surface de greffe. Et vous voyez les vis qui sont donc dans l'épaisseur de l'aile iliaque pour faire ce montage, cette reconstruction. Parce que si on ne fait pas de reconstruction dans les résections hautes du sacrum, eh bien, on peut voir survenir une fracture du sacrum, comme ici, fracture pathologique du sacrum qui est redoutable à traiter, surtout chez des patients qui ont été irradiés, puisque on a toutes les peines du monde à faire consolider une fracture du sacrum sur un patient radique. Alors, maintenant, on va voir un petit mot sur les rechutes locales. Alors ça, c'est un exemple d'un patient donc, qui avait une volumineuse tumeur pour laquelle on a fait une résection là en passant dans le plateau inférieur de L5 et le disque 5A. Donc une exérèse en bloc avec les sacroiliaques de chaque côté. Vous voyez, une grosse tumeur. Une reconstruction type tour Eiffel. Et vous voyez, là, son recul, il a parfaitement consolidé entre les transverses et les ailes iliaques, avec un excellent résultat fonctionnel, à tel point que ce patient, on l'a récupéré 19 ans plus tard, toujours vivant, mais avec une tumeur du côté. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une décédé du corps. Il a 19 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une résection en bloc de la colonne postérieure du cotyle, une reconstruction par une prothèse massive. Vous voyez qu'il est un petit peu Robocop, avec beaucoup de matériel. Mais voilà, on a un patient qui est toujours vivant, à maintenant plus de 20 ans de recul. Et on avait rapporté 2 cas, un à 17 ans de recul, un à 19 ans de recul. Donc, bien sûr, il n'y a que la chirurgie qui peut apporter des résultats aussi bons de survie à distance. Il n'y a aucun autre traitement qui peut faire ça. Et ce sont des patients qu'il faut faire une IRM systématiquement à vie pour les surveiller parce qu'on peut avoir des rechutes très tardives. Les rechutes locales, on peut avoir des rechutes précoces. Même après avoir fait une chirurgie R0, c'est-à-dire bien au large, et puis on peut avoir des petites rechutes. C'est un peu désespérant, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, elles peuvent être compatibles avec une reprise, si elles sont facilement accessibles, de nouvelles exérèses en bloc. Et puis parfois, chez les jeunes, on a des formes très agressives. Vous voyez ici, avec un patient qui va récidiver en multilocal
dans les ailes iliaques, dans le cotyle. Donc ça, bien sûr, c'est inopérable, hein, puisqu'il est au stade de métastase diffuse. Donc oui, le chordome, ça peut donner des lésions à distance métastatiques. C'est rare, mais ça peut, et en particulier chez les sujets jeunes, on voit des indications un peu explosives. Alors, on arrive à la fin. Il faut se poser des questions. Est-ce qu'il faut vraiment toujours opérer les patients? Vous voyez, ici, il a 32 ans. On découvre en 2013 cette tumeur. Je vous avais montré tout à l'heure, on sait ce que c'est un épendyme, qu'est-ce que c'est. C'est une tumeur qui est purement intracanalaire, vous voyez, qui obstrue le canal. Ce patient n'a aucun trouble vésico-sphinctérien. Il a 32 ans. Si on veut l'opérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une sacrectomie totale à travers les trous S1, donc avec un préjudice fonctionnel sur le trouble génito urinaire et sphinctérien qui est catastrophique chez un jeune homme de 32 ans. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on lui a fait des ions carbone. Donc, voilà, on a ion carbone ou proton, c'est les deux indications. On s'est dit, de toute façon, là, on va voir si on arrive à contenir cette tumeur. Et puis, si elle pousse, de toute façon, on fera une coupe à travers S1. De toute façon, c'est la même chose qu'on l'opère maintenant ou dans 5 ans ou 6 ans s'il grossit. Qu'il faut pas, c'est rater le cap de la sacrectomie à travers les trous S1 sans avoir à sacrifier les racines S1. Ben, regardez, je l'ai revu en janvier 2020 parce qu'on le suit attentivement. Et il a toujours cette tumeur. Elle n'a pas bougé grâce aux ions carbone. Donc, ce monsieur, vous voyez, il en a 7 ans de recul. Pour l'instant, il a encore toutes ses fonctions génito-sphinctériennes. On l'a pas opéré. Il a son cordome. On l'opérera probablement un jour parce que la tumeur va peut-être reprendre. Mais en tout cas, on lui a donné 7 ans de qualité de vie bien meilleure qu'avec des trous sphinctériens. Donc, toujours bien réfléchir aux thérapeutiques alternatives. Et c'est vrai que maintenant, avec les ions carbone et les protons, on a quand même des choses intéressantes. Alors, les rechutes, ça, c'était encore un autre exemple. Parfois, il faut savoir accepter d'opérer un patient en sachant qu'on ne sera pas R0. Cette patiente est opérée 6 ans auparavant ailleurs d'une sacrectomie. Vous voyez, la coupe sacrée à travers les trous S2. Et elle rechute en multilocal. Vous voyez, il y a une rechute distale. Il y a des rechutes au niveau des 2 écrans chancre sciatique, sur les épines sciatiques. Donc, probablement une contamination des ligaments sciatiques. Elle rechute. Et alors, cette dame, elle est venue me voir parce qu'en fait, elle était extrêmement douloureuse avec des sciatiques très, très invalidantes. Et personne ne voulait l'opérer en disant, de toute façon, ça sert à rien de vous opérer. Oui, c'est vrai, ça sert à rien sur le plan du contrôle local. Sauf que cette dame était tellement douloureuse que j'ai dit, ok, on va libérer vos 2 nerfs sciatiques. Donc, je vais libérer ces 2 nerfs sciatiques, en sachant que je faisais du curetage, l'endolésionnel. Je l'ai opéré en 2017. Bon, malheureusement, elle est morte du Covid au printemps 2020, mais sa fille, qui était en contact, tous les ans m'envoyait des nouvelles, et là, elle m'en l'a envoyé pour annoncer le décès, mais pour me dire et me remercier de l'avoir opéré parce que je lui ai donné une qualité de vie pendant 3 ans avec disparition des sciatiques. Donc, de temps en temps, il faut accepter de faire de la chirurgie, qui est de la chirurgie compassionnelle, pas de la chirurgie d'exérèse. Voilà, j'en ai terminé. Un dernier exemple pour montrer ces formes extrêmement difficiles, c'est les formes kystiques, vous voyez, très liquidiennes, donc ils sont prêts à se rompre. Et lorsque l'on va faire les chirurgies d'exérèse, eh bien, il y a un grand risque de rompre la tumeur, d'où de faire une bonne libération antérieure endoscopique. Vous voyez ici, de bien libérer ces lésions pour éviter des contaminations. Je crois que oui. Ben, j'en ai terminé. J'espère que j'ai pu vous apporter des éléments intéressants sur ces résections sacrées. Et puis, je pense que je vais essayer modérateur, mais s'il y a des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Je rends la parole. Oui, merci beaucoup, professeur Charles Lecourt, pour cette présentation très didactique, surtout axée sur des cas cliniques réels, donc ça sort un peu des présentations classiques plus théoriques, et on voit que même l'auditoire il est fait essentiellement de chirurgiens, donc l'apport est certain par rapport à ça. La principale remarque, c'est que c'est une chirurgie qui est très difficile
techniquement les demandeuses, surtout sur des lésions qui sont rares. Donc, il est difficile d'être performant dans ce genre de pathologie-là si on n'est pas dans un centre spécialisé. Vous avez la chance d'être dans un centre référent pour ces tumeurs-là, mais sincèrement, voir un cordon sacré tous les 2-3 ans n'encourage pas les chirurgiens à aller dans cette chirurgie-là. Donc, l'idéal, c'est toujours on le dit, on le redit, c'est de concentrer tous ces patients-là dans le même centre chez pour qu'ils soient soignés par une équipe expérimentée et surtout dédiée pour cette chirurgie-là. Deuxième point, donc pour vous, le but ou l'objectif d'opérer les cordons, c'est de faire une chirurgie R0, autant qu'on peut. Donc, un curetage par voie postérieure pour réduire une masse qui gêne vers l'avant, ça n'a pas du tout de place. Oui, le curetage lésionnel, il n'y a pas de place, sauf de façon un peu plus passionnelle chez des patients très âgés. Parfois, on a qui arrivent avec des cordons énormes qui sortent en arrière, quasiment à la peau fistulisée. Et donc là, effectivement, on va faire du professionnel parce que c'est très douloureux, inconfortable. On va couper le cordon et on va l'irradier derrière avec des protons pour essayer de contenir. Et le patient va pouvoir vivre plusieurs années avec son cordon. Voilà, c'est les cas séquents où on fait un curetage. Dès lors qu'on peut faire une chirurgie d'examen, les plus longues chirurgies à distance, c'est la chirurgie R0. Et là aussi, c'est important, c'est que si on fait dans une chirurgie, on ne va pas être R0. Pourquoi? Parce qu'on va entraîner un sacrifice radiculaire important et il ne faut pas imposer à un patient un sacrifice important radiculaire si on n'est pas R0 derrière. D'accord. Deuxième point, vu que vous préconisez de la protonthérapie chez certains patients, mais on ne voit pas vraiment votre présentation très bien la séquence de la protonthérapie. Dans quel cas vous préconisez une radiothérapie préopératoire, néoadjuvante, et dans quel cas elle est adjuvante? Et deuxième question, est-ce qu'elle est vraiment systématique ou non? Alors ça, c'est une question très difficile pour y répondre. On a tendance actuellement à faire de la radiothérapie préopératoire de façon à essayer de stériliser, on va dire, la coque tumorale. Pourquoi? Parce qu'en avant, vous voyez, on a très peu d'espace, hein, donc on est parfois quasiment marginal, hein, et or on sait que la capsule tumorale peut être envahie. Donc l'idée c'est de stériliser cette capsule pour avoir des marges plus sécures. De même au niveau lorsqu'il y a un envahissement des masses paravertébrales ou assez latérales, on fera volontiers de la radiothérapie préopératoire. De même, si on va être très proche, par exemple, de l'envahissement intracanalaire, pour essayer de sécuriser, parce que là, on sera juste au contact de la tumeur, et bien, on essaye de faire de la radiothérapie en espérant que ça va stériliser cette capsule tumorale. Donc, on fait des séances préopératoires, en sachant que, bien sûr, il faut derrière, on refait pas de radiothérapie puisque l'enjeu c'est faut être R0. Hein. Donc après on garde de la radiothérapie pour le post-opératoire. Le chute. Voilà. C'est une séquence qui est un petit peu différente, mais aujourd'hui on n'a pas d'études qui nous permettent de dire dans quel sens il faut faire les choses. Avant on avait l'habitude de faire du R0. Si jamais on avait quelque chose d'un peu contaminé au niveau marginal, on faisait de la radiothérapie derrière. Donc, voilà, la discussion, elle est ouverte. D'accord. Et de toute façon, la discussion, elle ne se fait
sein d'une ERCP, au sein d'une réunion de concertation pluridisciplinaire avec des oncologues, des radiothérapeutes. Merci encore une fois, professeur Charles, pour cette présentation. Je remercie également tous les collègues et tous les amis qui ont assisté à cette conférence. Je suis certain que tout le monde a pu profiter de cette présentation-là, de cette clinique. Et juste n'hésitez pas, si vous avez des questions, des dossiers, je suis à votre disposition pour discuter avec vous. Hein. Vous pouvez m'envoyer par mail ou via Habib, vous échanger. Si vous pouvez rédiger votre email par écrit, comme ça, il va le noter. N'hésitez pas. Voilà, vous pouvez m'envoyer des dossiers, discuter. Voilà, je vous envoie mon adresse mail. Merci. Merci à tout le monde. Merci d'avoir organisé ce webinaire. Allez, à la prochaine. On va se le dire. Au revoir. Bye bye, tout le monde. Ouais. Merci.